Bienvenue sur Inersif, le podcast où je pars à la rencontre de thérapeutes et d'acteurs du bien-être pour mieux comprendre ce qu'ils font et comment leurs thérapies peuvent nous aider au quotidien. Aujourd'hui, on va parler de TCC, de neurofeedback et de cerveau avec Sophie Ancelin qui est thérapeute sur La Rochelle. Salut Sophie! Bonjour. Écoute, je suis super contente de te recevoir sur la chaîne. Ça va être, je pense, hyper intéressant. Ma première question que j'aime bien poser, c'est tout d'abord qui es-tu et qu'est-ce qui t'anime dans la vie? Donc je m'appelle Sophie, j'ai 31 ans, donc je suis thérapeute psychopraticienne. Et ce qui m'anime dans la vie, depuis toute petite d'ailleurs, c'est le fonctionnement humain, les mécanismes qu'on peut avoir. Donc c'est essayer de comprendre un petit peu tout ça, de découvrir des techniques aussi. Et puis ce qui m'anime aussi, en ce moment, je viens juste d'être maman. Donc effectivement, ça anime un peu la vie. Grande étape de la vie, ouais. Voilà, c'est ça. Et comment es-tu arrivée justement au métier de thérapeute? En fait, après le bac, je savais pas du tout quoi faire. Je savais même pas qui j'étais d'ailleurs. Et donc, j'ai choisi une voie assez globale. Donc, j'ai fait du commerce, j'ai fait tech deco. Et puis après, j'ai fait une licence en management. Ok. Après, je suis partie un petit peu à l'étranger et au retour, j'ai commencé à travailler dans l'immobilier et puis après dans l'événementiel. Et est arrivé le Covid, donc ça n'a pas fait bon ménage entre événementiel et Covid. Et donc, j'ai eu un licenciement économique. Ok. Et donc, là, c'était le moment opportun pour refaire un peu le bilan et réfléchir. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je reprenne mes études. Donc, je suis retournée sur les bancs de la fac de psycho à Poitiers dans un premier temps. Et après, j'ai fait mes 2 dernières années de licence à l'université de Toulouse. Et après, j'ai choisi de me spécialiser dans la TCC, donc la thérapie cognitivo-comportementale. Et un peu plus tard, j'ai fait du neurofeedback dynamique. Ok. Et donc, il n'y a pas eu vraiment une sorte de déclic ou de rencontre? Tu t'es dit que potentiellement, tu suivais pas la bonne voie et que tu avais envie de changer? Oui, plus ou moins en fait, ça a été une période assez difficile, donc ça a été un moment aussi d'introspection et puis en fait, je me suis rendu compte que j'allais au boulot, un peu à reculons, que je portais un masque social, que j'étais pas forcément authentique, dans mes échanges humains et en fait, je me suis rendu compte que ma passion, elle était sous mes yeux depuis longtemps puisque j'avais que des livres de psycho sur ma table de chevet donc C'est vrai? Ah, c'est ouais rigolo. et voilà, je me suis dit que fallait que je transforme ça en opportunité, quoi. Et justement, est-ce que tu avais consulté un professionnel de la santé? Oui, ouais, j'étais tombée sur un thérapeute, qui s'était formé au Canada, qui était pas psychologue, qui avait une approche, très, dans la méditation, dans la relaxation et ça m'a beaucoup parlé. On va reparler un petit peu de ta spécialité, puisque tu as dit tout à l'heure que tu étais spécialisée en TCC. Mmh. Est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce que c'est la TCC finalement? Oui, la TCC, c'est, une approche qui vise à faire du lien entre 3 composantes: Mmh. les pensées, les émotions, les, sensations physiques et les comportements. Le but, c'est d'essayer de comprendre un petit peu les interprétations qui peuvent entretenir une souffrance psychologique, parfois qui sont un peu irréelles. L'objectif, ça va vraiment être de casser ces cercles vicieux à l'aide d'outils concrets et progressifs. Par exemple, quelqu'un va avoir une pensée de je vais pas y arriver. Ça va lui procurer une émotion négative. Il va avoir des sensations physiques, des palpitations, des tremblements, des sueurs. Il va y avoir souvent une stratégie d'évitement dans le comportement qui va finalement ne faire que renforcer la peur, même si sur le moment ça soulage, Mmh. mais Sur le court terme. sur Mmh. le long terme en fait ça fait que nourrir l'anxiété. Mmh. Et est-ce que justement, quand un profil comme ça a ce genre de pensée, c'est parce qu'il a été conditionné souvent dans le passé à penser ça? Ou, c'est quelque chose qui peut arriver subitement? Ou c'est souvent tu te rends compte que c'est un type de pensée qui va revenir même si la situation va changer? Oui, ça peut être lié à l'environnement familial, à l'éducation, ça peut être lié à un traumatisme, ça peut être lié à tout un tas de choses, même si c'est pas mon cœur de métier que d'aller chercher l'origine. On en parle évidemment, mais mon approche, elle est plutôt portée solution plutôt que psychanalytique. Et justement, la TCC, toi, tu as connu ça, sur les bancs de la fac finalement, Ouais. quand tu as vu toutes les différentes pratiques et tu t'es dit que celle-là, c'était la plus adaptée, pour toi? C'est ça, en fait, je suis, quelqu'un d'assez cartésien et les TCC, elles sont, basées sur des preuves scientifiques avec des résultats. La TCC, c'est, basé sur, la théorie du conditionnement de, Skinner-Pavlov et ils se sont rendus compte, durant une étude que, un chien allait saliver à la vue de la nourriture, naturellement.
Et puis, ils se sont rendus compte que si on ajoutait un stimuli neutre, par exemple un son de cloche, eh bien, à force de répéter l'opération, le chien allait associer la salivation et ce son de cloche. Pour l'humain, c'est un peu pareil. On se rend compte que quelqu'un qui va avoir des mauvaises sensations une fois ou deux dans le métro, tout de suite, il va aller associer le métro au danger. Et donc, l'objectif, c'est de désamorcer un petit peu ces associations qui sont pas forcément rationnelles. Oui, en fait, c'est par rapport à ce que la personne imagine, mais c'est pas forcément objectif, c'est pas une peur réelle, par exemple. Ouais, c'est ça. Ok. Mais le cerveau a parfois du mal à faire la différence entre le fictif et le réel. Et justement, dans ton approche, tu me parlais aussi de neurofeedback que tu associes à la TCC. Est-ce que tu pourrais un petit peu décrire ce que c'est? Le neurofeedback, c'est un système d'entraînement cérébral. Le principe est assez simple. La personne va s'allonger dans un fauteuil confortable et écouter de la musique. Et on va en même temps enregistrer son activité cérébrale. Donc on va placer des capteurs sur son cuir chevelu. Et en fonction de son activité cérébrale, donc parfois il peut y avoir du stress, de l'agitation, de l'hyperactivation, il va y avoir des interruptions sonores. Donc la musique va se couper en fonction justement de ces seuils qui sont dépassés. Le neurofeedback, il va mesurer des changements qui peuvent être un peu rapides, des instabilités ou s'il y a des seuils qui sont dépassés. On va mesurer des ondes, des fréquences cérébrales. On va avoir delta qui est associé au sommeil. On va avoir theta qui elle est associée à la relaxation. On va avoir l'onde alpha qui est associée à la concentration. Et on va avoir l'onde bêta qui elle est associée à l'agitation. Et c'est là où, dès qu'il va y avoir un petit peu trop d'agitation mentale, il va y avoir une coupure. Et c'est à partir de ce seuil dépassé, et à force de répétition, que le cerveau il va automatiquement comprendre qu'il y a un signal et qu'il y a peut-être quelque chose à changer. Mais ça, c'est un peu inconscient et c'est compliqué parfois de le... Mesurer, quantifier. Voilà, parce que, en fait, on le fait dans la vie de tous les jours déjà. Quand on apprend une langue, quand on marche et que on perd un peu l'équilibre, en fait, notre cerveau, inconsciemment, il se réajuste. Pour donner un exemple plus parlant, c'est comme l'option en voiture quand on franchit un peu les lignes. Là, c'est pareil. On va donner un signal au cerveau quand il commence à dépasser certains seuils ou quand il y a des instabilités. Ok. Mais du coup, est-ce que ça envoie une onde au cerveau? Pas du tout. C'est pas du tout invasif. C'est simplement un retour sur son activité. Et toi, justement, quand donc du coup les capteurs sont posés sur la tête de cette personne, est-ce que toi tu vois un écran? Est-ce que c'est comme en clinique? Parce que il me semble qu'il y a aussi 2 types de neurofeedback, c'est ça? Alors moi j'utilise un neurofeedback dit dynamique, donc c'est simplement de l'analyse instantanée, on n'enregistre rien. En revanche, il existe du neurofeedback dit classique, où là c'est vraiment les médecins qui sont chargés de le faire. Et là, on va vraiment orienter les zones du cerveau qu'on souhaite activer. Par exemple, sur des personnes qui ont été cérébrolésées, on peut aller essayer d'activer, de compenser avec d'autres zones du cerveau. Et là, c'est un travail un peu plus conscient, plus volontaire. Ok. Et pourquoi justement tu as voulu associer les pratiques de la TCC avec le neurofeedback dans ta pratique au quotidien? Le travail en TCC, il est plus efficace à l'aide du neuro, parce que quand on a une personne anxieuse, généralement, il y a toujours un état interne qui est un peu en alerte, en agitation. Ouais. Donc même si on donne des outils concrets, donc la personne sait, elle connaît les outils, mais par contre elle ne ressent pas cet apaisement et ce calme. Et donc c'est là où le neuro peut avoir un effet booster. Oui, parce que en fait, le neurofeedback, j'ai l'impression que ça agit un peu sur le côté inconscient, alors que la TCC, c'est une pratique ou un type de thérapie aussi où tu parles en fait, donc tu agis aussi sur le conscient, quoi. Ouais. Donc ça combine les deux. Ok. Et justement, si on voulait un petit peu en savoir plus sur le déroulé de la séance, est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe une séance avec toi quand justement tu fais du TCC et du neurofeedback? La première séance, c'est vraiment un moment où on va créer aussi de l'alliance, c'est mettre en confiance la personne, ça peut être un exercice un peu stressant parfois. Ouais. Donc c'est vraiment voilà, un moment calme où c'est un espace de bienveillance. Et puis souvent, il va y avoir beaucoup de charges émotionnelles. Donc la personne peut sortir plein de choses, mais en vrac. Ouais. Donc c'est pas grave du tout, on reformulera un peu plus tard, mais ça arrive que ce soit un peu le brouillard. Et puis après, j'ai tendance à rappeler les besoins essentiels, la qualité du sommeil, la façon de se nourrir, si la personne fait du sport.
si elle consomme des substances ou de l'alcool. Et puis à la suite de ça, j'explique un petit peu aussi ce que vit la personne, mais en d'autres termes. Et on va essayer de se remplir une fiche de suivi. Je vais donner une liste de symptômes à la personne et elle va pouvoir voir ce qui lui parle, là où elle se reconnaît. Et puis on va noter un peu la fréquence de ces symptômes et l'intensité ressentie et à quel point c'est dérangeant pour la personne. En fonction de ça, moi, ça va aussi me permettre de voir ce qui dépasse mes compétences. J'aime beaucoup rediriger vers les médecins, notamment quand il y a des pathologies plus lourdes. Si, par exemple, il y a des idées noires ou que la personne souffre énormément, je suis pas du tout anti-médicaments, au contraire. C'est comme quand on est blessé, je trouve que ça peut être important à un moment de soulager à l'aide de médicaments. Les personnes qui viennent te voir, est-ce que tu as un petit peu un profil spécifique de patient ou pas du tout? Oui, globalement, je retrouve énormément d'anxieux et des personnes qui se dévalorisent. Ça, il y en a aussi beaucoup, des personnes qui sont très exigeantes avec eux, des personnes qui se jugent beaucoup, qui ruminent beaucoup. Et justement, la place du neurofeedback, il va arriver plutôt en début de séance ou en fin de séance? Le neurofeedback, j'aime bien l'amener un peu après. Généralement, je fais de la TCC en premier, et puis si ça s'y prête, je jumelle les deux. Mais il arrive aussi parfois que je fasse ni TCC ni de neuro. Ok, tu t'adaptes en fait au profil. Ouais, c'est très singulier, c'est personnalisé à chacun. Il y a des personnes que ça botte pas, qui sont pas intéressées, et je force à rien. Il y a des personnes qui viennent à un moment de leur vie où c'est difficile, où ils ont juste besoin de décharger, de parler, de mettre des mots, du sens. Ouais, donc là, ce sera plus une thérapie de dialogue finalement. Ouais, c'est ça. Ok. Le neurofeedback, alors j'imagine quand tu as des capteurs, etc., ça peut être aussi un petit peu fatigant. Oui, la première séance est fatigante. Souvent, les 2 premières séances, elles peuvent être fatigantes parce que le cerveau travaille même après. Mais on observe aussi qu'au bout d'un moment, on peut avoir des relents d'énergie après une séance. Ok. Au niveau des bénéfices, est-ce qu'il y a des bénéfices scientifiquement prouvés ou est-ce que toi, tu en remarques sur tes patients au niveau du neurofeedback? C'est très souvent que j'ai un retour sur l'apaisement global. Donc les personnes vont se sentir plus calmes, plus apaisées, plus flexibles, avec peut-être une meilleure concentration. En fait, le fait d'avoir moins de charge cognitive leur permet aussi d'avoir une meilleure concentration, une meilleure possibilité d'apprendre. Et parfois, c'est rigolo parce que on a des personnes qui viennent pour un objectif précis, mais qui repartent avec autre chose. J'ai l'exemple d'une personne qui venait pour de l'anxiété, et en fait elle m'a dit mes enfants m'ont fait la remarque que j'étais plus agressive en voiture. Donc parfois voilà, c'est des petites choses un peu subtiles qu'on remarque peut-être même pas soi-même. Ça peut être des proches aussi qui font des constatations. Est-ce qu'il y a des profils ou des personnalités qui sont au contraire pas du tout réceptives au neurofeedback justement? Il y a des personnes qui sont tellement anxieuses que leur proposer une expérience un peu différente, de sortir de sa zone de confort, ça peut être difficile pour eux. Mais je leur explique. En fait, je prends le temps. Ça, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup chez les anxieux. C'est le rapport au temps. Ils sont pressés. Ils veulent que ça aille vite, que ce soit bref. Et donc, cet espace au cabinet, c'est vraiment un moment aussi où on se pose, où on ralentit un peu, quoi. Pour les rassurer aussi, ils peuvent passer leur propre musique. Donc la séance dure 33 minutes pour le neuro, et donc il suffit qu'ils me donnent une playlist de 33 minutes, et moi je la mets sur une bande son, et comme ça ils écoutent leur propre musique. Il y en a qui écoutent du métal, de la techno, c'est pas du tout relaxant, mais c'est qui peut marcher. C'est pas ce que je propose au départ, mais en tout cas pour eux c'est relaxant. Donc parce que toi du coup t'as une playlist, enfin t'as des musiques que tu peux proposer, mais ils peuvent aussi avoir l'opportunité de mettre leur propre musique. Donc ça fait vraiment relaxation. Et c'est intéressant aussi ce type de pratique, je trouve, parce que potentiellement quand tu fais que de la thérapie de dialogue, tu peux ressortir de la séance un peu
tout chamboulé, t'as beaucoup parlé, t'as ressassé, etc. Et le fait d'avoir aussi du neurofeedback, ça peut aussi apporter une sorte Ouais. d'apaisement qui fait que tu finis un petit peu la séance en douceur, Oui, quoi. on finit sur une note paisible. Est-ce que justement, tu as des exemples ou des cas un petit peu concrets de personnes qui sont venues pour régler une problématique et qu'est-ce que ça a débloqué chez eux finalement? Le premier, c'était quelqu'un qui avait de l'anxiété, mais beaucoup de troubles en plus. Donc il y avait un trouble anxieux généralisé, donc plutôt continu, pas avec des crises, mais voilà, toujours un petit peu stagnante. Il y avait des rituels de vérification, mais qui étaient extrêmement handicapants, et ça lui faisait perdre beaucoup de temps, donc il allait vérifier si le four était bien fermé, si le gaz était bien fermé. Avant de partir de chez lui, il prenait au moins 20 minutes pour vérifier si les serrures étaient fermées. Puis en plus, il y avait de l'hypocondrie. Donc il passait aussi beaucoup de temps chez le médecin, à passer des IRM, des scanners. Et il y avait aussi un peu d'émétophobie, donc peur de vomir. C'était beaucoup autour de la santé. Donc on a un peu décortiqué tout ça. Il y avait une énorme peur de la mort. On a pu le justifier aussi par son expérience de vie. Et en fait, c'était une personne qui était extrêmement impliquée, qui était réceptive, qui faisait les exercices que je pouvais lui proposer et quotidiennement. Et en fait, ça allait très vite. J'ai été très surprise. Peut-être qu'en 5 séances, la personne se sentait déjà mieux. Elle avait beaucoup moins de toc et il y avait beaucoup moins d'anxiété. Et j'ai eu aussi une autre personne qui m'a marquée. C'était une jeune femme qui c'était vraiment un peu le personnage de Bridget Jones, qui se dévalorisait énormément, qui se jugeait beaucoup, qui avait peu d'estime d'elle-même. Donc là, le travail était un petit peu plus long. Le neurofeedback a mis peut-être un peu plus de temps à avoir des résultats, mais elle était impliquée aussi. Le travail a si bien fonctionné qu'elle a joué de son instrument en public. Donc elle a commencé à faire des concerts, et j'ai trouvé que le chemin avait été extraordinaire, quoi. Ouais, c'est super beau, c'est trop bien. Et quand tu parles justement d'outils, notamment avec le premier exemple, est-ce que tu peux nous en donner un ou deux que tu mets en place régulièrement dans ta thérapie? Un des premiers qu'on va mettre en place, c'est la diffusion de pensée. L'idée, c'est d'essayer de prendre un petit peu du recul avec ses pensées. Donc, dans un premier temps, c'est d'identifier quand on est en train de ruminer. Donc, ça peut prendre plusieurs formes, mais globalement, c'est ok, là, je suis en train de partir dans des scénarios catastrophes. Je pars en cacahuète, digne d'un réalisateur hollywoodien. Donc, c'est vraiment d'attraper un peu ces moments, de les identifier, et pourquoi pas de les nommer. Des parasites, ça peut être les mauvaises herbes, la tempête. Donc voilà, c'est chacun. C'est important que ce soit la personne qui crée ce champ lexical pour nommer un peu ses ruminations, parce que si je leur souffle, ça a moins de pouvoir mémotechnique. Et puis sinon, ça peut être de créer un petit personnage. Donc ça peut être Bridget Jones, ça peut être Tarantino, ça peut être un détective, ça peut être Super Nanny, j'ai eu l'autre jour. C'est vraiment de prendre du recul avec ses pensées pour peut-être un peu mieux les maîtriser. Après, je fais aussi beaucoup de relaxation. Ça peut être apprendre à être dans l'instant présent. Ça peut prendre plusieurs formes. En fait, l'objectif, c'est d'avoir, enfin, de mon côté, c'est d'avoir vraiment une boîte à outils, puisqu'il y a plein de choses qui vont pas parler à des personnes, donc et qui vont parler à d'autres. Donc je suggère, et après la personne s'adapte selon l'outil qui lui parle. Ouais, en fait, c'est pas générique, c'est en fonction du profil de la personne, aussi de la problématique, et en C'est ça. fonction de ça, tu vas te dire, ok, peut-être que ça va plus marcher chez lui ou autre. Ok, très clair. Et c'est vrai quand tu parlais du fait de revenir à l'instant présent, souvent l'anxiété, j'ai l'impression, c'est quand c'est soit lié au futur, soit c'est lié au passé. On est Beaucoup dans le généralement, futur. ouais, parce que passé, ça peut être plus. Les gens nostalgiques. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Mais c'est quand même des ruminations. Ouais, c'est ça. Ouais. Et l'anxiété, ouais, ça peut être C'est vraiment classique. anticiper. Ouais. Anticiper ce qui pourrait se passer, l'imprévisible. Mais au moins, on peut dire que ces personnes-là, elles ont quand même beaucoup d'imagination. Oui. Parce qu'il y a Beaucoup de créativité. Voilà, c'est ça qui veut faire les films, quoi, justement. Ah, et puis des fois, il y a des trucs très gore, mais j'adore. Enfin, moi, on amène aussi beaucoup d'humour après, pour dédramatiser un peu. Et puis le fait de le dire, finalement, rien qu'en le disant, on se rend compte que c'est pas réel, quoi. 50% du travail, c'est d'avoir pris conscience qu'il y avait quelque chose qui allait pas aussi. Ouais. Parce qu'il y a des personnes aussi qui ne veulent pas forcément changer, quoi. Oui, puis des fois, quand on va mal, c'est un peu le brouillard. On sait pas trop pourquoi ça va pas. Donc, c'est aussi un lieu, un endroit où on va pouvoir mettre les choses à plat et se rendre compte de certaines choses. Et aussi, j'ai l'impression que les personnes qui peuvent être atteintes de TOC, il y a aussi un peu ce symptôme, ou enfin cette conséquence un peu de se sentir un peu honteux
et de se dire Oui. j'ose pas trop en parler. Oui, même c'est là où est mon rôle, c'est que la personne se sente vraiment libre de dire des choses qu'elle a jamais dites à personne. Ouais, ouais, bien sûr. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont un petit peu réfractaires à l'idée d'essayer du neurofeedback parce qu'elles ont peur, mais qu'à la fois, elles en ont marre de leurs troubles anxieux, elles en ont marre de leurs phobies, etc. Alors même si la santé mentale, c'est toujours, un petit peu tabou, beaucoup moins, hein, on en parle de plus en plus sur les réseaux notamment, mais il y a quand même une croyance un peu commune où, demander de l'aide, se faire accompagner, c'est un aveu de faiblesse. Mmh. Et je pense que c'est tout le contraire, il faut beaucoup de courage, beaucoup de cran, pour passer, la porte et je trouve que voilà, c'est quelque chose d'honorable en fait. Où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui ou prendre un rendez-vous avec toi? Directement sur le site internet, donc c'est sophie-ancelin-psychothérapie.fr. Écoute, c'était super intéressant, Sophie. Est-ce que tu voulais dire une petite phrase pour conclure ou on va se Non, dire? bah, merci beaucoup de m'avoir, invitée. C'est vrai que c'est un métier un peu solitaire parfois, donc Mmh. c'est très chouette de pouvoir partager. J'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair. Merci beaucoup, Sophie, Avec plaisir. et à très bientôt sur Inertie. Ciao!